Donc bienvenue à tous. Merci beaucoup. On tenait à vous remercier de la part de FLPL et aussi de IFL de venir ce soir pour participer au webinaire concernant les études en droit au Royaume-Uni. Donc on va parcourir plusieurs programmes que vous pouvez rejoindre, que ce soit un LLB, un LLM, un SQI ou un GDL. Et je voulais aussi remercier nos intervenants ce soir de venir partager leur expérience. Donc, on va juste faire un petit rappel de quelques règles. Normalement, vos micros sont déjà coupés, mais si jamais il y a un problème, n'hésitez vraiment pas à couper votre micro. Et à la fin de la présentation, on organisera une session de questions-réponses. Donc, normalement, votre micro sera de nouveau en fonction et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Mais si vous êtes shy, comme on dit, si vous êtes timide, n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat et on y répondra aussi à la fin. Donc, on va commencer tout d'abord par présenter nos intervenants. Donc, je vais commencer par moi-même. Je m'appelle Aurélia Pignandi et je suis paralegal dans une fintech, dans un digital wallet équivalent à Revolut. Je suis aussi élève avocate et j'ai précédemment travaillé à Microsoft et aussi pour des cabinets d'avocats à Londres, à Paris et à Singapour, dont la Tammy Watkins. Et aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience concernant le LLM, le GDL et le SQI 1. Et je vais laisser la parole à Amélie. Donc bonsoir, moi c'est Amélie Chaussadas, je suis paralégale et élève avocate chez Marriott. Mon parcours brièvement, j'ai fait une licence de droit français et anglais à l'université de Bordeaux avec un Erasmus à l'université de Birmingham. J'ai aussi fait un master en droit international à l'université de Nantes. Donc c'est un master qui s'appelle juriste trilingue, aussi très international. Et je viens juste de finir le Conversion Course, donc le GDL, dont je vous expliquerai un petit peu plus de quoi il s'agit dans ce webinaire. Rochane, je te laisse la parole. Merci Amélie. Bonjour à tous et c'est un plaisir d'être ici. Merci de m'avoir invité à Aurélia et Amélie. Je m'appelle Roshan et j'ai étudié mon LLB en 2021 à University College London. Et puis juste après, j'ai fait un master en droit à Queen Mary University of London. Et après, j'ai aussi terminé mon LLM LPC. Et maintenant, je travaille chez A&O Sherman en étant Corporate Knowledge Paralegal, c'est-à-dire peut-être en français que je travaille dans la connaissance. Et je me spécialise en ce moment en capital privé et le capital de croissance et oui, et le capital de développement, on dirait en français, je pense. Donc, merci encore une fois. Merci Rochane et Amélie. Donc, les sujets qu'on va aborder ce soir, on va parler du LLB, qui est l'équivalent de la licence en France et à l'étranger aussi, qui dure normalement 3 ans, mais peut durer jusqu'à 4 ans selon le parcours spécifique. On va aussi aborder le LLM, qui est l'équivalent du master, tout ce qui sera bac plus 4. Ensuite, on parlera très brièvement du LLM LPC, qui est toujours en cours et qui est l'ancien système pour devenir avocat. Et qui est aujourd'hui remplacé par le SQI, dont on va aussi parler ce soir. Et on va parler, comme Amélie a expliqué, du PGDL, qui est l'équivalent du diplôme de conversion qui touche énormément, même aujourd'hui, beaucoup de personnes souhaitant devenir avocat au Royaume-Uni. Donc, on va commencer par le LLB et je laisse la parole à Rochane. Merci, Aurélia. Oui, le LLB, je dirais que c'est l'équivalent d'avoir une licence en droit en France, mais forcément, il ne faut pas l'avoir pour pratiquer. Je veux dire, travailler en étant avocat en Angleterre, parce que cela peut être remplacé par par le PGDL et en plus le SQI. Mais je dirais que vraiment, le LLB, c'est la fondation académique pour votre carrière en droit, surtout en Angleterre. Et, et peut-être vous avez déjà entendu que il y a certains qui disent que c'est pas forcément nécessaire d'avoir un LLB pour travailler en droit, mais franchement, d'après mon expérience, je pense que c'est un peu important parce que les principes et les idées académiques, ce que vous apprenez dans le LLB, ça va vraiment durer pour la totalité de votre carrière
en droit. Juste quelques détails, je pense, pour expliquer un peu plus le LLB. Ça ne dure typiquement que 3 ans et en plus, il y a 7 sujets en commun qui sont étudiés par tous les étudiants qui étudient les LLB. Et les 7 sujets, ce sont le criminal law, civil law. Je, je vous demande de m'excuser parce que j'ai bien écrit, j'ai bien noté les noms en français, donc il faut juste traduire un peu. Mais it's criminal law, civil law, um, tort law, contract law, property law, the law of equity and trusts, constitutional law, and the law of the European Union. Et hormis ces 7 sujets-là, vous aurez en règle générale le droit de choisir d'autres sujets. Par exemple, quand j'ai étudié mon LLB, moi j'ai aussi étudié criminology, public international law, the law of the internet, and employment law. Mais ces 7 sujets-là, vous allez 100% les étudier. Et juste pour parler un peu plus de mon expérience en étant auparavant étudiant d'un LLB, typiquement les LLB les examens se passent dans 2 manières. Il y a soit les essais et soit les problem questions. Et vraiment, pour les essais, c'est un peu comme les mémoires, un peu comme les dissertations, mais beaucoup plus courtes. Par exemple, je n'ai jamais écrit un essai qui était plus long que 1500 mots. Donc, ce sont vraiment courts dans le LLB. Et c'est qu'il faut vraiment il faut toujours être clair, net, précis dans votre langage et dans votre manière de vous exprimer quand vous écrivez les essais. D'autre part, d'autre côté, il y a des problem questions. Et dans ce cas-là, et les examens vont vous présenter euh, une scène, soit beaucoup de faits, et ils vont vous demander de tirer les problèmes légaux et d'exprimer le droit actuel et appliquer le droit actuel à, au scénario, je dirais, et de trouver une solution. Par exemple, quand j'ai étudié le droit international, on étudie vraiment l'idée de la souveraineté d'un pays et quand et comment est-ce que un peuple peut se définir d'avoir le propre pays et d'avoir le propre gouvernement. Et je m'en souviens encore que dans mon examen, la question qui était posée, c'était exactement comme ça, c'était imaginez-vous qu'il y a un pays imaginaire où il y a un peuple, mais aussi il y a un autre peuple qui occupe une partie du pays. Et imaginez-vous qu'un jour, ce peuple veut avoir leur propre gouvernement et veut avoir leur propre plébiscite. Et ce peuple-là, ils ont leur propre histoire, leur propre culture, etc., etc. Est-ce que vous pouvez nous étirer les problèmes légaux qui se lèvent? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus comment et qu'est-ce que le droit international dit en ce moment sur ce sujet-là? Donc, c'est vraiment ce type de questions, ce que vous allez voir dans votre LLB. Et les conseils, ce que je peux vous donner, c'est que moi, j'ai pas réussi du tout à faire. C'était vraiment quelque chose que je regrette, c'est que c'était que à l'époque, je n'étais pas au courant du fait que souvent pour les cabinets d'avocats en Angleterre et surtout à Londres, ils vont offrir beaucoup d'opportunités aux étudiants dans les universités qui étudient le LLB. Par exemple, si vous souhaitez un jour travailler dans un cabinet d'avocats à l'international, qui travaille à l'international, un cabinet d'avocats commercial, on dirait, il faut vraiment se rappeler que souvent, il y a des vacation schemes et des first year schemes. Et ce que je veux dire par cela, c'est que c'est comme l'équivalent d'un stage en France. Vous pouvez passer 2 semaines ou bien dans, dans certaines situations, une semaine
dans le cabinet d'avocat. Et cela va vraiment vous aider à avoir l'opportunité de compléter un training contract chez ce cabinet d'avocat plus tard. Et juste pour donner un peu plus d'informations, le training contract, c'est quand vous passez 2 ans dans un cabinet d'avocat et cela va vous qualifier en étant solicitor. Maintenant, avec le SQI, comme Amélie va expliquer plus tard, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un training contract, mais c'est ça un peu la route traditionnelle. Et il faut vraiment se tenir au courant de cela. Et aussi, je vous conseille vraiment, si vous faites un LLB en Angleterre, de essayer d'attendre les meilleures notes que possible, parce que vraiment, dans le marché du travail, tellement il y a beaucoup de personnes qui se postulent et qui posent leur candidature pour les cabinets d'avocats qu'il faut vraiment au moins avoir ce qu'on appellerait un 2-1 degree en Angleterre. C'est-à-dire que dans la majorité de vos examens, vous avez reçu 60 à 70% dans toutes vos notes. Juste par rapport à ça, du coup, c'est vrai que c'est différent de la France où on est noté sur 100% plutôt que par exemple sur une moyenne sur 20. Et d'ailleurs, par rapport à ce que Roshan m'a partagé aussi personnellement quand je lui posais des questions par rapport au LLB, il m'a aussi mentionné que le style était différent au LLB par rapport à une licence classique en France. Et c'est très important, c'est-à-dire que vraiment, déjà, votre participation à l'université est vérifiée, c'est-à-dire que vous devez aller aux cours magistraux et surtout pour pour les étudiants étrangers qui ont un visa, parce que si vous ne participez pas à partir d'un certain taux, je pense que normalement c'est 75%, c'est ça, vous devez participer aux cours Oui. magistraux. Sinon, si vous participez, vous n'allez pas aux cours magistraux à 75%, dans ces cas-là, ils vont contacter le Home Office qui est responsable pour votre visa et vous risquez de perdre votre visa. Donc, vraiment, les Anglais, pour le coup, ils le prennent très, très sérieusement. Et ce qui est totalement différent, par exemple, de mon expérience pendant ma licence où les gens pouvaient ou pas venir aux cours magistraux, il y avait toujours quelqu'un qui prenait des notes. Là, c'est totalement différent. Mais, à contrario, les horaires sont beaucoup plus souples et libres. On va dire que sur une licence en France, vous allez être peut-être sur un 35 heures ou plus en accumulant les TD et les cours magistraux, alors qu'en Angleterre, c'est beaucoup moins. Mais ce temps, on va l'expliquer plus tard, sert à autre chose. Et aussi, il y a plus de liberté pour le LLB que la licence en France, dans le sens où, quand vous passez vos examens, ils ont un système appelé Open Book, où vous avez vos livres avec vous. Donc, sur papier, ça paraît tellement idéal, du coup, d'avoir ces bouquins de droit avec soi. Et c'est pas des codes, c'est vraiment le manuel. Mais le problème, c'est que forcément, on perd du temps à regarder dans ses notes et tout. Donc voilà, il y a des pros and cons pour chaque système, mais c'est vrai que c'est intéressant et nous, on n'a pas ça du coup en France. Et juste peut-être pour rajouter quelque chose, après le Covid, vraiment le système a changé un peu parce que avant le système c'était que quand vous avez vos examens, vous allez dans les gros amphithéâtres avec beaucoup de chaises, beaucoup de places et vous écrivez à main les réponses à vos examens. Mais maintenant, je pense que c'est presque pour la majorité des cas, ce n'est plus le cas. Les examens se passent en ligne souvent et souvent vous avez par exemple on dirait un window, une fenêtre de temps. Par exemple, c'est souvent 24 à 48 heures de répondre à vos questions et à vos examens. Donc à présent, on va passer au LLM, toujours avec Roshan qui va Oui, commencer à toujours présenter. avec moi. Juste, un LLM, c'est l'équivalent d'un master en droit en France et c'est beaucoup plus profond que le LLB. Selon mon expérience, je vous jure que il faut vraiment avoir la connaissance de comment de comment de faire vos recherches académiques. C'est-à-dire que n'importe quand vous écrivez votre essai, votre mémoire, il faut vraiment que chaque paragraphe, chaque phrase est soutenue par quelqu'un, par des recherches académiques. C'est pas du tout comme la LLB, où c'est beaucoup plus léger, je dirais, mais
il faut vraiment aller plus profondément dans les détails et dans la recherche académique pendant votre LLM. Et je pense que les raisons pour lesquelles peut-être vous voulez faire un LLM, c'est vraiment peut-être pour vous spécialiser dans quelque chose. Par exemple, si vous savez déjà que vous voulez travailler un jour dans le droit de la propriété intellectuelle ou peut-être dans le droit de la mode, par exemple, euh, c'est tellement facile à trouver et à chercher pour des universités qui vont faire spécifiquement des LLM en droit de la propriété intellectuelle, en droit de la mode, etc., etc. Par exemple, moi, à Queen Mary University of London, je pense que l'université est connue comme une université qui spécialise vraiment dans arbitration, international arbitration, investor arbitration, et oui, et aussi pour le droit de la mode. Et c'est pour cette raison qu'il y a souvent des étudiants étrangères qui vont à ces universités-là pour vraiment s'approfondir, je dirais. Aussi, je dirais, il faut noter que c'est pas nécessaire d'avoir un LLM pour travailler dans le marché anglais, mais cela peut vous aider à vous distinguer un peu. Comme j'ai dit déjà, le marché du travail est tellement difficile et il y a beaucoup de concurrence, c'est-à-dire que il y a des étudiants européens, il y a des étudiants d'Asie, il y a des étudiants d'Afrique, il y a des étudiants américains. Il y a toujours plein de personnes dans le marché que peut-être un LLM va vous aider à vous distinguer. Euh, et concernant les examens, je dirais qu'il faut se rappeler que il y a un mémoire beaucoup plus long que celui du LLB. C'est comme Aurélia m'avait expliqué, c'est un peu plus comme le thèse dans un PhD en France. Par exemple, moi, quand j'ai écrit mon mémoire, ma dissertation dans mon LLM, cela était, je pense que 15 000 à 20 000 mots. Et cela a commencé à janvier. J'ai terminé ma thèse, mon mémoire en novembre. Et aussi, il faut se rappeler que ce mémoire, c'est sous la surveillance, on dirait, sous la supervision d'un intervenant de votre université et vous avez du contact régulier avec cet intervenant-là. Et donc, je dirais que c'est un peu plus la rigueur, encore une fois, un peu plus élevée que le LLB. Et juste, Aurélia, vous avez quelque chose à rajouter peut-être? Oui, par rapport, du coup, c'est vrai que c'est assez différent parce que, du coup, moi, j'ai fait un master à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, en droit international des affaires et j'ai fait un LLM en droit maritime au Royaume-Uni. Et on va dire l'expérience est vraiment, vraiment différente. Les attentes aussi sont différentes. Et par rapport à ce que expliquait Rochane, vous avez vraiment en mémoire, c'est-à-dire que vous avez 65 pages à écrire, parfois deux mémoires. Moi, dans mon master, parce que c'était une des meilleures universités pour le domaine et qu'ils voulaient vraiment nous tester sur différentes matières, j'avais deux mémoires de 65 à 70 pages à écrire. Donc, c'est très long. Ils appellent ça dissertation, mais il ne faut vraiment pas se fier au nom parce que c'est vraiment pas des dissertations. Et pour le coup, c'est vrai que, on va dire par rapport à un master classique qu'on peut trouver en France, vous avez beaucoup moins de matières, peut-être 4 à 5 grands maximum, 1 heure de TD pour chaque matière. Et en général, chaque cours magistral dure peut-être 2 heures. Mais vraiment, de mon expérience, la différence, et d'ailleurs, je conseille de faire un LLM si vraiment vous voulez vous spécialiser au Hmm. Royaume-Uni. Parce que, comme j'ai expliqué, c'est une expérience dans le sens où c'est fini, on prend notre ordinateur et pendant le cours, on ne fait que taper sur notre ordinateur sans vraiment prêter attention à ce que le professeur dit. Et après, une fois qu'on est rentré à la maison, c'est là qu'on vraiment on réfléchit. Là, la réflexion, elle est pendant le cours. Donc, en fait, tout le travail est en amont, c'est-à-dire que en amont, on vous donne une liste de livres à lire par chapitre chaque semaine. Et c'est vrai que c'est long parce que vous passez vraiment tout le temps que vous ne passez pas en cours, vous le passez à la bibliothèque, mais après, vous le passez avec des collègues de travail. Donc, c'est vraiment sympathique. Et au final, vous apprenez dans les bouquins
Et quand vous arrivez en cours, c'est vraiment le moment pour poser des questions et le professeur va juste confirmer toutes vos consolidations, et consolider vos connaissances et ce sera tout, au fait. Et c'est vraiment le moment où ce sera interactif. Donc, c'est un système complètement différent, mais vraiment intéressant et surtout, comme Rochane l'a expliqué, c'est sur quelque chose aussi que vous aimez. Donc, je vais aussi parler de ça plus tard. Mais est-ce que, Rochane, tu as quelque chose à rajouter? Oui, juste pour que tout le monde soit au courant, et selon la thèse, le mémoire et les essais plus généralement, en ce cas-là, c'est vraiment à vous de définir vos questions et de construire la réponse dans vos examens. C'est pas comme le LLB où c'est un peu plus, vous savez déjà à quoi les intervenants cherchent. Vous savez déjà ce qu'ils veulent de toi. Mais dans le LLM, il faut vraiment faire la recherche vous-même. Donc, comme Aurélia a bien dit, c'est vraiment plus profond et c'est vraiment pour vous spécialiser, je dirais. Et juste pour terminer ce slide, comme candidater, franchement, ça commence exactement enfin une heure, mais une année en avance. C'est-à-dire que maintenant, dès que maintenant, je pense que les applications pour les LLM sont déjà ouvertes et il faut vraiment euh, se rappeler que quand on pose la candidature pour un LLM, il ne faut pas seulement avoir une application, c'est-à-dire peut-être un exemple d'un essai ou bien un exemple d'un travail académique, ce que vous avez fait, mais il faut aussi avoir en anglais on dirait un reference, un academic reference, c'est-à-dire qu'il y a un enseignant de votre université qui va donner leurs témoins par rapport à votre qualité académique, à votre niveau, et ils vont donner cela à l'université. Donc, il faut organiser tout cela juste pour vous candidater pour un LLM. Et comme on a écrit, comment candidater, les conditions d'admission, souvent pour les LLM, on cherche au moins un 2-1 degree. Je ne sais pas trop, je suis désolé, l'équivalent en France, mais Je pense que peut-être, c'est mention bien. Ouais. ouais, c'est ça. Mais on cherche au moins cela. Et juste quelque chose à noter, ce qui est très important selon les systèmes, je dirais peut-être la culture anglaise, c'est que on sépare un peu les universités Oui. dans deux types, je dirais, les Russell Group et les non-Russell Group. Tout simplement, c'est un classement d'universités qui signifie les universités qui s'investissent beaucoup plus aux recherches académiques. Et ce sont ces universités-là qui sont considérées comme Russell Group universités. Et il y a les autres. Mais bien que ce soit techniquement juste une question de recherche, en fait, dans la culture anglaise et dans le marché du travail, malheureusement, les Russell Group University sont considérées comme peut-être, je dirais, Super. Ouais. supérieure, une université qui atteint un niveau un peu différent. Et c'est malheureusement le cas, mais c'est un peu plus facile pour vous si vous avez étudié à une université, à une Russell Group University, d'avoir accès au marché du travail anglais. Voilà. Euh, donc, cette distinction, elle prendra plus de sens au cours de notre prochain webinaire qui sera au mois d'octobre. Mais juste pour rappeler un tout petit peu d'un point de vue, on va dire, quand on candidate depuis l'étranger, donc Rochelle a mentionné en effet, donc les programmes sont ouverts déjà maintenant pour candidater. Après, de mon expérience, et vraiment pour pas que vous stressiez, euh, c'est bien de candidater maintenant, mais il faut surtout préparer son dossier. Donc, paniquez pas en vous disant ah ben c'est bon, je peux pas maintenant candidater parce que j'ai pas tout ce qu'il me faut maintenant. Moi, j'avais candidaté pour septembre 2018. J'avais candidaté au mois de avril-mai à peu près parce que j'étais pas sûre au fait que je savais que je voulais faire un LLM à l'étranger, mais je savais pas si c'était la bonne année. Donc, c'est vrai que je me suis prise un peu sur le tard. Et ensuite, une fois que j'ai terminé mon master, j'ai aussi pris connaissance des clearing weeks ou clearance weeks. Et c'est l'équivalent du mois de septembre à peu près
où les universités organisent des weeks où vous avez des gens qui démarchent justement si vous voulez toujours rejoindre un certain programme. Donc, très clairement, si vous voulez quelque chose de très compétitif, par exemple Oxford ou Cambridge, ou par exemple, comme Roshan a expliqué, dans la mode, dans le droit de la mode à Queen Mary, oui, le plus tôt vous candidatez, le mieux c'est. Parce que beaucoup d'universités aussi font sur du first come, first serve. C'est-à-dire que vous arrivez en premier, vous avez plus de chances d'avoir une place. En parlant de place, d'ailleurs, il y a les conditional offers et les unconditional offers. Conditional offer, c'est il faut réussir et compléter toutes les conditions pour que votre offre, au fait, elle soit valable. Encore une fois, ça peut paraître. Enfin, moi, à l'époque, je me souviens, j'ai vraiment stressé comme pas possible parce que je me suis dit, mince, dans le programme que je voulais, j'avais une conditional offer. Mais au final, c'était juste que je finisse ma licence. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. Il ne faut pas paniquer. C'est juste simplement des termes. Mais parfois, par exemple, ça peut être de faire un diplôme de langue, par exemple un TOEFL ou IELTS, et avoir une certaine note. Donc, c'est vraiment des conditions minimes, donc c'est possible. Et aussi, vraiment, pour ne pas vous décourager, moi, personnellement, j'ai été traumatisée pendant ma licence à Paris 1. J'en garde vraiment pas un bon souvenir. Et je me souviens à l'époque, quand j'étais partie pour justement traduire mes notes, on m'avait dit que pourquoi je traduisais mes notes. Très clairement, je n'allais pas pouvoir faire un LLM ou un master à l'étranger parce que j'avais à peine 10 de moyenne. Je vais être complètement honnête avec vous. Je n'avais pas un 2.1, mais j'ai vraiment travaillé mon dossier et du coup faire une lettre de motivation, avoir des references de professeurs qui vraiment ont confiance en vous. Et malgré les avis de l'administration de Paris 1, j'ai candidaté à beaucoup d'universités, dont Queen Mary, et j'ai été acceptée. Donc même moi, une élève qui n'était pas parfaite ou vraiment qui pensait ne pas pouvoir être à la hauteur, j'ai eu beaucoup d'offres. Donc vraiment, comme je dis toujours, candidater au pire, vous réussissez à rentrer dans le programme. Donc, vraiment, tout est magnifique. Et pour les candidats étrangers, du coup, quand vous allez faire votre application pour rentrer dans un programme, déjà, je vous conseille de rechercher 4 types de programmes. Qui sont les professeurs? Parce que si vous allez payer, vu que c'est un coût, autant avoir les meilleurs professeurs qui écrivent les livres dans le domaine dans lequel vous voulez vous spécialiser. Et surtout, peser le pour et le contre parfois, quand même, vous allez toujours avoir de toute façon au moins 2 offres. Et ce sera le moment de décider, je préfère cette université pour ces raisons ou cette université pour d'autres raisons. Donc, comme a précisé Roshan, Russell Group, non-Russell Group, très clairement, Russell Group est meilleur. J'ai été acceptée dans un Russell Group, je ne l'ai pas accepté parce que je voulais autre chose. Donc, ça dépend vraiment de vous. Mais vous allez devoir allez directement sur le site, ne passez pas forcément par votre université pour maximiser vos chances aussi de rentrer dans un LLM et traduisez vos notes, surtout les diplômes qui doivent être certifiés. Donc, vous pouvez trouver des listes de traducteurs souvent sur les ambassades ou en ligne et aussi faire un test de langue. Donc, il y a pas mal de conditions. Chaque université a ses conditions, mais c'est à peu près les mêmes. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui. Oui, et juste quelque chose petite, une petite chose à rajouter. Il faut pas avoir peur du système du classement Russell Group versus non-Russell Group parce que souvent, même dans les gros cabinets d'avocats, même dans ce qu'on appelle les Magic Circle law firms, il y a toujours les gens qui ont que étudié à non-Russell Group universities. Mais la différence, c'est que eux, ils savaient dès le début ce qu'ils voulaient faire. Ils ont tenté pour les first year schemes et vacation schemes. Ils ont tenté dans la deuxième année, troisième année pour les vacation schemes et surtout leurs notes étaient excellentes. Donc, je vous conseille vraiment, même si vous ne réussissez pas à vous rentrer dans une université Russell Group, et il faut pas avoir peur. Ouais, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Et juste parlant un peu plus sur ce slide, je pense que j'ai presque mentionné tout ce que je voulais par rapport à cela, mais juste pour résumer, peut-être, LLB et LLM, c'est vraiment la fondation et la spécialisation. Euh, et comme j'ai bien dit, et comme Aurélien a bien dit, il y a beaucoup plus d'opportunités pour vous spécialiser dans votre LLM. Les examens sont beaucoup plus compliqués et plus lourds, et la rigueur est déjà plus lourde que j'ai dit. Mais oui, je pense que ouais, Et c'est
Oui, Mhm. pardon. Et juste Non, par rapport à ce rythme, donc surtout pour les étudiants qui viennent de France et qui ont fait leur licence en France et vous décidez de faire un master à l'étranger au Royaume-Uni, ne vous fiez pas au rythme qui paraît beaucoup plus souple parce qu'on passe de quand même 14 matières à 4 matières, mais c'est faussement simple. Vu que, comme l'a expliqué Roshan, les attentes des enseignants sont beaucoup plus importantes. Mais vraiment, je conseille du coup, peut-être on peut passer à la slide par rapport au conseil pour résumer. Euh, mais je vous conseille de faire un LLM si vous souhaitez travailler si vous souhaitez travailler en France, parce que je pense que ça a une meilleure plus-value, honnêtement. Euh, Au Royaume-Uni, ce qui est assez drôle, c'est que ça a moins de plus-value au final. Pourquoi je dis ça? Parce que j'étais dans un cabinet en maritime et je pense qu'il n'y avait que 2 personnes sur 40 qui avaient un LLM en maritime et ça ne les a pas empêchés de travailler, ça ne les a pas empêchés d'avoir un certain poste. Donc, c'est toujours bien pour vos propres connaissances. Vraiment, si je dois vous conseiller, faites un LLM par passion. Ça a un coût, Mhm. c'est vrai. Mais si vous êtes vraiment déterminé à devenir expert dans le domaine que vous aimez, moi, par exemple, je suis passionnée de maritime, j'ai voulu faire ça et je ne le regrette pas. Mais c'est vrai que sur le marché anglais, j'ai pas énormément vu de différence. Sur le marché français, par contre, j'ai été contactée parce que j'avais cette expertise. Ça ne remplacera jamais un Master 2, mais l'expérience que vous avez à l'étranger, surtout si par exemple vous allez à Cambridge ou une université qui est experte dans le domaine, euh, ça peut valoir plus le coup. Donc, comme m'a dit Rochane, c'est bien pour se démarquer. Et juste pour éclairer un peu mon propre expérience, et j'ai pas encore mentionné, mais il y a beaucoup plus d'opportunités dans le Masters et dans le LLB aussi, mais franchement, il y en a plus, je pense, dans le LLM, de élargir vos horizons. Et je vais en parler un peu plus des clinics et l'opportunité de recherche. C'est-à-dire que souvent, euh, des, il y a des groupes où où les étudiants sont capables de vraiment commencer à conseiller le public et conseiller les clients euh, en étant étudiant. Par exemple, moi, quand j'ai étudié mon master à Queen Mary University of London, je faisais partie de Q Legal, c'est-à-dire que j'étais sous la surveillance et sous la supervision de 2 avocats qualifiés qui travaillaient à Bloomberg in-house, mais c'était avec eux, avec l'université, qu'on a fait un clinique et on a aidé les vrais clients et on a écrit et on a écrit des lettres de conseil pour eux en répondant à leurs questions légales, c'est qu'ils avaient par rapport à leur propre business, à leur propre entreprise. Et vraiment, c'est une expérience, c'est qui n'est pas offerte aux étudiants du LLB, mais cela m'a vraiment aidé pendant que je posais ma candidature pour les vacation schemes, pour les training contracts, pour les autres rôles. Et aussi, pendant mon LLM, j'ai aussi réussi à faire quelque chose qui s'appelait le Trade Lab Clinic. Et cela était aussi comme un clinic, mais c'était beaucoup plus académique. Et pendant ce clinique, ce que j'ai fait, c'était que il y avait moi, 3 autres étudiants et 3 enseignants de l'université et deux avocats qualifiés. Et on a écrit un mémoire légal pour le gouvernement du Chili par rapport au droit du commerce. Et cela avait été publié à la fin de l'année scolaire. Et cela a été quelque chose qui m'a vraiment fait me distinguer dans le marché. Et j'ai eu l'opportunité de présenter ce mémorandum au gouvernement, mais c'était juste grâce à, grâce à l'université que j'ai choisie et grâce à cette organisation dans l'université que j'ai eu l'opportunité de faire cela. Et je vous conseille vraiment de faire vos recherches avant de choisir une université pour savoir s'il y a des telles opportunités.
Et souvent aussi, juste quelque chose à rajouter, que souvent il y a des enseignants, des lecturers qui vont, dans le sens pas embaucher, mais ils vont utiliser et demandent l'aide des étudiants de les aider avec leurs recherches. Et cela peut vraiment vous aider aussi quand vous allez poser votre candidature pour être embauché dans un cabinet d'avocat. Ouais, je n'avais pas beaucoup d'autres choses à rajouter. Peut-être juste la dernière chose que je vais mentionner, c'est que vraiment le mémoire, c'est vraiment un parcours, d'après moi, d'après mes yeux, tellement difficile parce que j'ai commencé, je m'en souviens encore que j'ai commencé mon mémoire, mon thèse en janvier et je l'ai terminé en novembre. C'est-à-dire qu'il y avait à peu près 10 mois de travail dessus. Et il y avait des rendez-vous constamment avec mon supervisor, avec l'enseignant sur lequel qui était mon supervisor de mon thèse. Donc, il faut vraiment pas oublier que le mémoire, le thèse, c'est quelque chose un peu plus difficile. Et c'est 100% sans doute quelque chose plus lourd. Oui, et je n'avais pas d'autres choses à rajouter. Je sais pas si Aurélia. Juste vraiment, vraiment rapidement. Le LLM, la différence, c'est que vous n'êtes pas nombreux. Et souvent, ce qui va se passer, c'est qu'en effet, comme Roshan a expliqué, vous allez faire partie de programmes, Employability Program, donc quelque chose qui va vous donner une passerelle pour avoir un travail, que ce soit des prix ou des partnerships en collaboration avec des cabinets d'avocats qui vont vous donner peut-être 2 semaines si vous êtes sélectionné dans un cabinet et c'est toujours un tremplin que vous n'avez pas, par exemple, pour les LLB. Mais du coup, je vais laisser la parole à Amélie. Merci Aurélia. Donc maintenant, on va aborder la partie sur le PGDL et expliquer un petit peu cette spécificité de l'éducation anglaise en droit. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un PGDL, ça veut dire Postgraduate Diploma in Law. C'est ce qu'ils appellent un conversion course. Avant, si jamais vous faites des recherches sur Internet, on appelait ça le GDL. Bon, aujourd'hui, ils l'ont renommé parce que ça s'intègre en fait dans la formation pour aller avec le SQI, donc l'examen pour devenir sollicitor, mais aussi le BPC, l'examen pour devenir barrister. Donc, c'est un diplôme d'1 an ou de 2 ans à temps partiel. Donc moi, par exemple, je l'ai fait à temps partiel comme je travaillais à côté, donc c'est possible de le faire de différentes manières. Mais c'est donc 1 an d'un cours qui est vraiment intensif, où on voit les matières fondamentales du droit. Donc ce sont les 7 qui sont affichés sur la slide là. Et c'est celle que vous voyez aussi si jamais vous faites un LLB. Et donc là, peut-être vous êtes un petit peu confus. Pourquoi est-ce qu'il y a un GDL? Pourquoi est-ce qu'il y a le LLB? Pourquoi est-ce qu'on reverrait potentiellement les mêmes matières? Alors non, le PGDL, il est fait pour ceux qui sont non juristes, donc c'est ceux qui n'ont pas étudié de droit en Angleterre, ou ceux qui, comme moi, ont étudié du droit en France, parce qu'il faut savoir que le droit anglais et le droit français, c'est très différent. Donc malgré tout, même si j'ai un full parcours droit français avec licence et master, je n'avais pas les connaissances du droit anglais. Donc j'ai décidé de faire ce conversion course qui m'a permis en fait de convertir mon diplôme français comme si j'avais une licence de droit anglais, ce qui me permet de devenir sollicitor. Alors j'aimerais noter un petit point, c'est qu'en fait ce conversion course aujourd'hui il n'est plus obligatoire pour devenir sollicitor. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui en Angleterre on peut devenir sollicitor sans avoir étudié de droit du tout, c'est assez étonnant. Mais la moitié des avocats ici ne sont pas issus d'un cursus de droit du tout. En réalité, ils aiment beaucoup ces différents backgrounds parce qu'ils aiment bien, par exemple, les personnes qui ont étudié l'ingénierie et qui ensuite se destinent à être avocats en ingénierie civile ou ce genre de domaine-là. Ils aiment bien que les personnes ont différents backgrounds. Donc, si n'avez pas étudié le droit en France, vous avez étudié quelque chose de différent, c'est vraiment pas un souci. Cette formation existe. Mais encore une fois, elle n'est pas obligatoire pour passer le SQI. Elle l'était avant avec l'ancien parcours qui était JDL et LPC. Mais aujourd'hui, voilà, c'est plus obligatoire. Je reviendrai sur le fait que c'est plus obligatoire après, mais d'abord, les examens du JDL,
très brièvement, en fait, ça dépend des universités parce que c'est pas un diplôme d'État. Faut savoir que ce qu'ils veulent, c'est vraiment une application du droit concret. Donc, il n'y a pas de vraiment d'essai, de dissertation et tout ça comme ce qu'on a parlé avant. C'est pas aussi académique. C'est vraiment comprendre le droit. Qu'est-ce qu'un contrat, qu'est-ce qu'un bail d'habitation, voilà. Donc les examens, c'est des examens qui sont majoritairement écrits. Il peut y avoir du contrôle continu. C'est souvent plutôt examen fin du semestre. Et donc c'est aussi cette spécificité de l'Angleterre, c'est que c'est beaucoup des examens open book, ce qu'ils appellent. Donc ça veut dire qu'on a les bouquins ouverts à côté de nous. Souvent ça va être en ligne. Et donc c'est pas tant la mémorisation qui est évaluée, contrairement en France, c'est plus l'application du droit, la manière dont on réfléchisse. Et notamment, faut savoir que ils ont beaucoup mis dans le PGDL, pardon, les Single Best Answer Questions qu'on retrouve au SQI, donc l'examen pour être sollicitor. C'est tout simplement des QCM. Et en fait, voilà, pour gagner du temps, on le voit en général durant ce parcours-là. C'est leur manière d'évaluer les connaissances. Et donc voilà, ça c'est bon. Euh, donc, les conseils, pourquoi du coup choisir de faire un JDL si ce n'est pas obligatoire? Alors, moi je dirais il y a 3 points et c'est aussi pourquoi j'ai choisi d'en faire un. Déjà, premièrement, pour se rassurer soi-même, si vous arrivez de France et que vous ne connaissez rien au droit anglais, ça peut être bien de faire et vous n'avez pas forcément le temps de faire un LLB, par exemple, vous reconvertissez en droit, vous n'avez pas forcément le temps et l'argent de faire un LLB, tout simplement, ça peut se comprendre, ou vous ne souhaitez pas forcément vous spécialiser avec un LLM. Le GDL, ça vous permet d'avoir un diplôme qui couvre toutes les matières fondations du droit. Euh, Deuxièmement, rassurer les employeurs. Tout simplement, si vous débarquez de France et que vous n'avez pas étudié de droit anglais, ça peut être difficile d'essayer de convaincre pourquoi vous, plutôt qu'un étudiant qui a ce diplôme-là. Et notamment sur les offres d'emploi, je le vois de temps en temps, ils demandent d'avoir étudié le droit anglais. Et donc, ce conversion course, ça peut être une manière très efficace de voir les bases. Euh, Ça veut pas dire que c'est pas possible de travailler sans diplôme anglais et même de passer l'examen pour être solliciteur ou barrister. Barrister, je sais pas parce que je l'ai pas fait, mais solliciteur, ça veut pas dire qu'on peut pas le passer sans faire ce conversion course, mais c'est quand même conseillé. Troisièmement, justement. Le fait, si vous souhaitez passer le SQI, donc devenir sollicitor, en fait, il y a la moitié du programme qui sera couvert dans le conversion course parce que le SQI ne reprend pas les préparations courses, les cours de préparation qui existent sur le marché de ce que j'ai pu voir. Ne voit pas forcément le foundation law, c'est considéré comme étant acquis. Donc en fait, ça veut dire que soit vous vous sentez prêt à voir tout ça de votre côté, et ce qui est possible, il y en a qui le font très bien, je connais qu'il y en a qui l'ont réussi sans avoir fait ce cours-là, c'est possible, mais si vous voulez gagner du temps et peut-être avoir un encadrement, ce diplôme-là pourra vous servir pour encore une fois vous rassurer, pour vous permettre d'avoir plus de chances sur le marché et préparer le SQI. Donc, les conseils que j'aurais pour ce diplôme-là, c'est de bien choisir où vous le faites, parce qu'il y a différentes manières de le faire. Il y a des universités qui le font sur le campus, il y en a qui le font en ligne, il y en a c'est flexible, c'est part-time, c'est les week-ends, c'est le soir. Il y a vraiment plein de manières, donc à voir ce qui vous convient par rapport à votre parcours, est-ce que vous faites aujourd'hui, est-ce que vous êtes étudiant, est-ce que vous travaillez. Commencer à réviser tôt, il y a pas forcément. C'est des cours qui sont très intensifs parce qu'on couvre 3 ans de LLB en un an, en fait. Donc, le mieux vous serez au courant de. Disons, le plus vous serez familier avec le droit anglais, le mieux ça sera et le mieux ça se passera. Notamment, voilà, vos cours, très certainement, ils auront des QCM type ce qu'il y a à l'examen de Solicitor. Donc là, je vous conseille d'en faire un maximum parce que vous avancez tout simplement sur la préparation pour plus tard. Bien évidemment, garder une bonne organisation, encore plus si vous travaillez à côté, parce que c'est un investissement financier, mais aussi au niveau du temps. Et ne vraiment pas sous-estimer la charge de travail. Maintenant, je te laisse parler, Aurélia, pour le SQI.
Merci Amélie. Et comme a précisé Amélie, ce qui est bien, je pense, à l'époque, moi j'avais fait que le JDL parce que je savais pas si je voulais faire l'ancien système ou le nouveau. Mais quand je parle à Amélie, c'est vrai que c'est très intéressant parce que vraiment ça vous prépare pour le SQI. Et en tant qu'étudiant français, le droit anglais c'est vraiment différent, vous le savez déjà pour certains. Mais surtout tout ce qui est equity et tout, c'est pas du tout naturel pour nous. Et là, très clairement, on voit des notions et au moins c'est moins un choc, on va dire, quand on arrive au SQI. Donc, le SQI, c'est quoi? OVNI de 2021, qui est sujet à beaucoup de critiques en ce moment surtout. Donc, c'est le nouveau système qui permet de devenir solicitor au Royaume-Uni, enfin en England and Wales, donc en Angleterre et au Pays de Galles, et qui remplace l'ancien système, le LPC, et donc, comme a mentionné Roshan aussi, le besoin d'avoir un tuning contract. Si vous voulez, à l'époque, c'était, on va dire, plus facile de faire le LPC, c'était une année universitaire normale. Mais par contre, le training contract était vraiment très compliqué à avoir. Ce contrat, on va dire, d'apprentissage était vraiment horrible. Vraiment, c'était très sélectif. Donc, ils ont essayé de trouver un système qui était un peu plus, on va dire, équitable et plus simple pour les étudiants pour avoir accès à la profession d'avocat. Donc, pour vous rappeler, on ne parlera pas du BPTC pour les barristers et ni du LPC en détail. Aussi, pour rappel, la différence entre un solicitor et un barrister, c'est que contrairement par exemple à beaucoup de systèmes dans le monde entier, on a attorney ou avocat, mais au Royaume-Uni, on a les solicitors qui conseillent directement les clients, gèrent les aspects juridiques en dehors du tribunal, alors que les barristers, c'est vraiment eux qui vont représenter les clients devant les tribunaux. Donc le sollicitor, parfois, va même faire, par exemple, moi j'ai un background en litigation, souvent, on va faire la passerelle entre le barrister et le client. Et du coup, on va engager le barrister pour représenter notre client directement en plaidoirie et aussi devant les tribunaux. Donc, qu'est-ce que le SQI? Le SQI, concrètement, c'est aussi le SQI 1 et SQI 2. Très souvent, on va vous parler de ces deux types d'examens et aussi du Qualifying Working Experience, donc QWE. Tout ça, concrètement, ça veut dire quoi? Je sais que moi, j'ai pris énormément de temps à comprendre ce que ça voulait dire et du coup, ça a généré énormément de stress avant les examens. Et du coup, je vais essayer de vous le simplifier. Pour devenir solliciteur, donc avocat, une partie avocat au Royaume-Uni à présent, il vous faut donc une licence qu'en droit ou pas du tout, ou le PGDL comme Amélie l'a précisé. Enfin, en tout cas, c'est conseillé. Mais maintenant, il commence à le changer et au final, vous n'avez pas besoin de ça, mais je conseille. Il faut réussir le SQI 1, qui est un examen théorique, et le SQI 2, qui est un set d'examens en pratique. Et avoir 2 ans d'expérience juridique qualifiante. Donc, ces 2 ans d'expérience, ça peut être un travail de paralegal, de juriste. Ça peut aussi être travail dans une clinique juridique, donc travailler gratuitement, ça compte énormément. Mais par contre, être secrétaire juridique, legal secretary, ne comptera pas. Pourquoi? On va chercher le SRA, donc le Solicitors Regulation Authority, va essayer de savoir si vous avez les compétences d'un futur avocat. Donc pour ça, clairement, malheureusement, une legal secretary ne va pas peut-être écrire ou draft des documents juridiques. Elle ne va pas aussi potentiellement préparer certains documents ou conseiller des clients comme un paralegal pourrait le faire. Donc du coup, je vous conseille d'aller directement sur le site du SRA pour voir quel type d'expériences sont validées ou non. Donc il ne faut pas du coup un training contract. Et vous ne devez pas forcément être payé. Vraiment, j'insiste là-dessus. Vous pouvez faire du bénévolat et si ça rentre dans les compétences qu'ils recherchent, ça peut compter. Donc aussi, c'est rétroactif. Donc c'est ça qui est très intéressant pour les personnes qui, par exemple, se disent ah il faut que je passe les examens et ensuite je vais avoir mon expérience. Non, non, vous pouvez parfaitement utiliser votre expérience passée. La seule condition, c'est que vous pouvez pas enregistrer plus de 4 expériences. C'est-à-dire que si vous avez fait 2 expériences dans un cabinet et 3 expériences dans une entreprise, il faudra choisir au moins 4 expériences parmi ces 5 expériences. Donc, maintenant, le nerf de la guerre, le SQI 1 et le SQI 2. L'expérience est difficile à acquérir, mais encore faisable, mais le set d'examen est un peu plus compliqué à obtenir, contrairement à l'ancien système du coup du LPC. Donc, le SQI 1, comme j'ai expliqué, c'est vraiment évaluer les connaissances du droit et son application en théorie.
Donc, Amélie a mentionné les multiple choice questions, c'est-à-dire que vous avez 2 épreuves de questions à choix multiples et chaque épreuve a 180 questions. Et vous êtes évalué pendant 2 heures et 33 minutes. Donc, vraiment, vous avez à peu près 1 minute 33 sur chaque question. En général, les questions se présentent sur un petit scénario d'une matière sur laquelle vous êtes évalué, et je préciserai la liste dans quelques minutes, avec la question précise par rapport à ce scénario. Et vous avez, je crois, 4 à 5 réponses et vous devez choisir pas forcément la bonne réponse, mais la plus juste, ce qui rend vraiment l'examen difficile. Donc, pour ajouter à la complication, au côté compliqué, vous avez aussi 16 matières qui sont divisées en 2 blocs. Donc, le premier bloc, qui représente du coup une épreuve, c'est le FLK1. Donc, vous avez Business Law, Dispute Resolution, Contract, Tort, Legal System, Constitutional and Administrative, EU Law and Legal Services. Donc, comme l'ont expliqué Rochane et Amélie, on reprend ce que vous avez vu pendant le LLB et on reprend ce que vous avez vu pendant le PGDL. D'où l'utilité de potentiellement faire un PGDL et un LLB. Parce que vous avez déjà ces connaissances, mais maintenant, c'est juste les réviser pour que vous puissiez les appliquer au type et à la méthode d'examen qui est le Multiple Choice Question Exam. Le FLK2, c'est un peu plus dans la pratique. Donc, c'est un peu moins, on va dire, dans les matières fondamentales du droit. Ce sera tout ce qui est property practice, donc droit de la propriété, wills and administration of estate, donc tout ce qui est droit de la succession, solicitor's account, très intéressant parce que c'est très clairement comment on tient un registre de comptes si vous ouvrez par exemple un cabinet. Land law, donc tout ce qui est droit aux propriétés, enfin c'est une extension en tout cas. Trust, criminal law, donc tout ce qui est droit pénal, et aussi tax. Donc, je tiens à préciser, c'est vrai que ça fait peur, tax law, beaucoup de personnes détestent ça, mais ce qu'on attend de vous, et c'est aussi quelque chose un peu qui est dans notre avantage par rapport à cet examen compliqué, c'est qu'on attend que vous ayez les compétences d'un avocat junior à son premier jour. Donc, on ne vous demande pas d'être comptable. Vraiment, il faut juste apprendre les formules par rapport au calcul de droit de la succession ou comment calculer, par exemple, des dividendes dans une compagnie. Mais on vous apprend ça et je vais préciser un peu plus comment, du coup, avoir le contenu pour apprendre, pour se préparer à l'examen. Et aussi, vous avez tout ce qui est ethics, donc tout ce qui est code de conduite d'un avocat qui est examiné pendant ces 2 épreuves. Donc, généralement, vous avez 2 journées entières pour le SQI1. Le SQI2, quant à lui, est plus dans la pratique. Donc, si le SQI1 est simplement sur un ordinateur où vous pouvez passer dans le monde entier, le SQI2, par contre, vous pouvez passer les écrits dans le monde entier, donc même à Paris ou peu importe en France ou à l'étranger, mais par contre, vous ne pouvez pas passer les oraux à l'étranger. Vous devez venir au Royaume-Uni et il y a vraiment quelques centres. Donc, les matières, on va dire, elles sont beaucoup moindres. Vous passez de 16 à potentiellement 5, mais c'est des blocs de matières. Donc, vous avez criminal, à nouveau, dispute resolution, business, property, probate. Donc, probate, c'est tout ce qui sera droit de la succession, plus les trusts, et encore une fois, tout ce qui est taxes et code de conduite. Donc, comment vous êtes évalué par rapport au SQI2, contrairement au SQI1? Vous avez 16 épreuves en 5 demi-journées. Donc, souvent, les écrits, ce sera 3 matinées d'affilée. Et les oraux, vous aurez normalement 4 sessions, enfin 2 à 4 sessions où vous pouvez vous inscrire pour passer 2 oraux différents sur 2 après-midi. Donc, plus en détail, pour les écrits, le type de matière que vous allez avoir, c'est Case and Matter Analysis. Case and Matter Analysis, c'est des cas pratiques. C'est la même chose que des Problem Questions, c'est exactement pareil. Legal Research, alors Legal Research, c'est plus dans la forme. On essaie vraiment d'avoir une espèce de essai, de dissertation, mais condensée, vu que vous avez qu'1 heure. Donc, du coup, on va vous donner plusieurs documents, peut-être une dizaine de documents qui font peut-être 50 pages. Donc, ça aussi, c'est un piège. Mais il faudra lire à peu près très rapidement et en diagonale pour savoir quels documents vous allez complètement exclure et quels documents vous allez garder
pour ensuite construire une réflexion juridique à une question posée. Et citer vos documents. Donc souvent, ça peut être par exemple un texte de loi, ça peut être aussi une opinion juridique d'un professeur. Et il faudra vraiment faire un travail de recherche, mais voilà, encore une fois, le temps presse, donc du coup, ce serait un peu plus compliqué et vous serez peut-être moins zen que si vous le faites tout seul tranquillement. Legal writing, c'est une lettre que vous écrivez à un de vos clients et vous mettez dans la peau d'un avocat. Donc, du coup, votre client vous explique sa situation et vous demande un conseil et il va falloir vraiment écrire en format lettre les conseils que vous allez lui donner. Donc, encore une fois, je vais le rappeler plus tard, mais la structure dans ces examens écrits est très, très importante. Et enfin, legal drafting, personnellement, par expérience, le pire examen ever invented, parce que le problème, c'est que vous devez écrire que ce soit un will, donc un testament, que ce soit un contrat, par exemple un bail aussi, ça peut être aussi des minutes d'un board meeting, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et malheureusement, on n'a pas de liste de templates ou de modèles ou d'exemples que le SRE peut demander. Je crois qu'il y a peut-être 2 exemples sur le site, ce qui est largement insuffisant. Donc, du coup, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Et c'est bien ça le problème. Mais on peut toujours trouver des manières de le réviser. Mais voilà, ces examens écrits vraiment répondent à des méthodes spécifiques, mais aussi à des connaissances. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment connaître le droit et aussi connaître, avoir la méthode acquise déjà. Ensuite, vous avez vos oraux. Très brièvement, vous avez une plaidoirie à faire et aussi un meeting client, un client meeting avec votre client qui vient vous expliquer ses problèmes. Donc, vous devez juste le rassurer. Vous n'êtes pas noté sur le droit par rapport à ça. On va juste évaluer que vous créez vraiment un rapport de confiance avec votre client. Mais c'est ensuite la deuxième partie de cet examen. Vous devez écrire une lettre à votre client résumant tous vos conseils. Donc, très clairement, ne donnez pas un conseil qui est erroné, vu qu'à la fin, vous devez écrire la vraie bonne réponse qui sera aussi évaluée. Donc, voilà. Donc, le SQI 2, un peu plus sur la pratique que le SQI 1. Le SQI est vraiment long à expliquer et il y a tellement de pièges et tellement de méthodes que ce serait beaucoup trop long. Donc, je vais vous donner quelques conseils et je mets aussi mon QR code où j'ai une page où je dédie vraiment tout par rapport au SQI parce que moi, ça m'a pris du temps pour comprendre ce que c'était, pour avoir les techniques, pour avoir les méthodes. Et du coup, j'ai tout condensé pour pouvoir le partager parce que je pense que c'est important que d'autres personnes qui passent par là ne se sentent pas seules. Donc, bien choisir sa prépa. C'est le premier conseil que je vais vous donner parce que malheureusement, il n'y a pas une seule prépa pour l'examen. Malheureusement et heureusement. Malheureusement, dans le sens où, du coup, le contenu que vous allez apprendre selon le programme ou le provider qui va organiser votre préparation au barreau ne va pas être uniforme, c'est-à-dire que peut-être certaines choses vont manquer, ce qui est très dommageable. Mais d'un autre côté, vous pouvez on va dire le côté positif, c'est que vous pouvez évaluer de manière différente. Donc, par exemple, vous avez Barbary, vous avez QLTS, vous avez YOLO, vous avez BPP. Vous avez aussi des prépas en ligne du style Devil's Advocate. Et ce qui est bien dans ce système, c'est que du coup, vous avez des prépas qui vont peut-être vous offrir plus de mock, donc plus de galops d'essai, plus d'exemples pour que vous pouvez vraiment pratiquer. Certains sont en ligne, certains sont présentiels. Au niveau du coût aussi, et je vais venir par rapport aux options de financement, vous avez aussi du coup du choix par rapport à ce que vous voulez. Et c'est très important parce que le SQI, c'est un coût avant tout. Pour rappeler le coût, chaque préparation peut coûter entre 2500 pounds juste pour le SQI 1. Donc, en rajoutant le SQI 2, aussi, ça peut aller jusqu'à 6000 pounds, ce qui est énorme. L'examen en lui-même, parce que vous payez pour la préparation, mais vous payez aussi pour l'examen, il est d'environ 4900 pounds pour SQI 1 et SQI 2. Donc, oui, c'est compliqué. Mais il y a une bonne nouvelle aussi, encore une fois, c'est que votre employeur, donc si vous travaillez au Royaume-Uni, peut sponsoriser potentiellement votre préparation et les examens. Mais encore une fois, il faut négocier. Tous les employeurs ne le font pas au Royaume-Uni. Je sais qu'il y a même des cabinets en France qui peuvent sponsoriser parce qu'ils ont un intérêt
pour que vous deveniez avocat au Royaume-Uni, souvent dans les cabinets internationaux. Mais encore une fois, voilà, tout le monde ne le fait pas malheureusement. Mais par exemple, YOLO fait un programme SQI LLM et grâce à ce LLM, vous pouvez aussi prendre un prêt. Donc, vraiment, pour tout ce qui est option de financement, je vous conseille de me contacter directement. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple parce que c'est vraiment du cas par cas. Mais il faut vraiment prendre en compte cet aspect financier. C'est tabou, mais il faut le prendre en compte parce que le SQI1, malheureusement, au niveau du pass rate, c'est-à-dire du pourcentage de réussite, et le pourcentage est minime. C'est-à-dire qu'on est de 44% à 52% de réussite pour le SQI1. Donc, imaginez dépenser au moins 5000 pounds juste pour les examens et finalement avoir peut-être une chance sur deux de réussir. Voilà, il faut vraiment réfléchir à l'avance. Pareil pour le SQ2 est un peu plus différent parce qu'on est quand même sur du 74 à 86% de réussite. Mais voilà, le rendement, on va dire, est compliqué. Surtout si jamais vous devez repasser l'examen. Très souvent, ça peut arriver, surtout pour le SQE1. La plus-value par rapport au SQE1, c'est que si vous passez, comme j'expliquais, le FLK1 ou le FLK2, vous n'avez pas à repasser l'un des deux, enfin celui que vous avez raté. Donc, vous n'avez pas à repayer cette partie-là. C'est quand même à peu près 1000 pounds pour repasser. Donc c'est pas rien, il faut vraiment y penser et surtout se préparer. Par rapport aux modules, donc c'est-à-dire aux matières et aux examens, le conseil pour le SQI, c'est work smart, not hard. Il faut être très stratégique parce qu'encore une fois, il y a une méthode pour répondre aux questions et il faut comprendre la méthode pour pouvoir l'adapter aux clients et adapter aux problèmes que vous allez avoir, que ce soit dans le QCM ou pour le SQI2. Et pourquoi c'est important? Parce que du coup, vous allez perdre moins de temps parce que vous avez quand même 16 matières à apprendre. C'est déjà beaucoup de travail. Donc, vraiment, il faut être beaucoup plus stratégique. Et ensuite, le dernier point que je vais préciser, c'est préparation mentale. Personnellement, j'ai pris 15 kilos depuis que j'ai commencé le SQI parce que c'est un challenge mental. Je pense que n'importe quelle personne qui vous dit qu'elle passe le barreau dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis, en Afrique ou peu importe, c'est tellement un examen mental où on vous teste mentalement et c'est un marathon. Vraiment, c'est un marathon plus qu'un sprint. Donc, c'est la chose la plus éprouvante mentalement et physiquement que j'ai eue comme type d'examen. C'est très intense. Donc, vraiment, prendre soin de sa santé, c'est important. Et surtout, gagner du mental, c'est très important. Surtout si vous ne passez pas le SQ1 la première fois. Ne pensez pas que, voilà, c'est fini pour moi. Non, non, c'est fini quand vous le décidez. Mais il faut vraiment prendre soin de soi parce que le SQI va vous tester, va vous pousser dans vos retranchements. Mais possiblement, il faut juste se préparer à être challengé. Et rien ne va se passer comme prévu. Ça aussi, c'est sûr. Mais se dire que ça va aller même si vous n'arrivez pas à devenir solliciteur grâce au SQI parce qu'il y a d'autres routes qu'on développera plus tard dans le deuxième webinaire. Donc, on va juste terminer par ce qu'il faut retenir. Donc, comme je l'ai précisé, être stratégique, que ce soit dans votre choix pour le LLM, que ce soit dans votre choix pour le PGDL ou pour le SQI, il faut vraiment peser le pour et le contre à chaque fois. L'argent et le financement est important, même s'il est financé par votre employeur. Il faut vraiment que vous pensiez pour vous, qu'est-ce que je tire de chacune de ces formations et comment je peux l'utiliser à mon avantage, surtout pour, in fine, trouver un travail, vu que c'est le but de toutes ces formations principalement, autre que le développement personnel. Il y a juste quelque chose à rajouter, juste vu que le temps passe vite, quelque chose à rajouter très rapidement. Je pense que d'après moi, il faut avoir la clarté avant tout. Il faut vraiment réfléchir avant que vous preniez votre décision concernant quoi que ce soit la LLM ou LLB ou SQI, PGDL. Il faut juste penser avant ce que vous souhaitez devenir dans l'avenir. Je sais que c'est un peu difficile, mais il faut que vous vous rendez compte peut-être que au Royaume-Uni et surtout à Londres, la concurrence est énorme. Il y a plein de personnes, plein d'étudiantes qui ont des expériences et des parcours
incroyable et c'est vraiment difficile de vous distinguer, mais quand même, si vous gardez la résistance, si vous gardez la ténacité, vous pouvez vraiment y attendre, mais c'est juste, il faut avoir une idée claire dans votre tête, je dirais. Et dernier conseil, ce serait de ne pas hésiter à contacter des professionnels qui font l'emploi que vous aimeriez, dans le domaine du moins dans lequel vous aimeriez exercer. Sachant qu'en fait, il y a tellement de manières différentes de se qualifier, de devenir avocat, ou même il y a tout un tas de travails qui sont liés au droit, et qui sont pas forcément avocats, solliciteurs, tout en étant en Angleterre. Donc, n'hésitez pas tout simplement à contacter les gens sur LinkedIn. En général, ils sont très contents de vous répondre, il n'y aura pas de souci. Moi, je sais à chaque fois que j'ai des questions, il n'y a pas de souci avec ça, j'ai toujours des personnes très ouvertes. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller demander pour pouvoir construire votre parcours professionnel. Donc maintenant, on va passer aux questions si jamais vous en avez, sachant que l'horloge tourne. Donc, n'hésitez pas, soit vous pouvez lever la main, ou vous pouvez en mettre dans la Q&A, la petite discussion qui devrait être en haut, je pense. Voilà. Je pense qu'il y a une question qui est venue, mais juste avant de répondre, je veux juste dire qu'il faut vraiment vous inscrire à FLP. Vraiment, je les porte nuit. C'est une organisation exceptionnelle. Gérée par une équipe encore plus exceptionnelle. Vraiment, ils aident beaucoup les étudiants français, françaises et en Angleterre et à Londres. Donc, vraiment, il faut vous inscrire. Donc, je pense qu'il y avait une question. Est-il donc possible de faire un LLM à l'étranger juste après la licence de droit française ou faut-il avoir fait le master français auparavant? Je pense que c'est à Aurélia et Amélie. Euh, alors, non, non, non. Tu peux directement faire un LLM à l'étranger après la licence en droit français. Encore une fois, ça dépendra de quelle université. Peut-être que des universités beaucoup plus sélectives, surtout enfin, par rapport à ton dossier, te demanderont peut-être de faire un master, mais sinon, ou d'atteindre une certaine note. Surtout, par exemple, je pense, si tu veux faire une université peut-être comme Queen Mary ou quoique Queen Mary, peut-être que tu peux tenter, mais universités comme Oxford et Cambridge euh, potentiellement te demanderont un meilleur dossier ou si toi tu veux vraiment aller dans cette université-là et que tu dis, bah, vu la licence, vu le dossier que j'ai pour ma licence, je ne suis pas entièrement... Enfin, je suis pas entièrement satisfaite. Je préfère faire un master pour encore plus me pousser et vraiment proposer une candidature qui vaut vraiment le coup. Je pense que oui, c'est bien dans ces cas-là de faire un master français. Mais on n'a pas cette sélection Master 1, Master 2 au Royaume-Uni. Et il faut aussi penser, encore une fois, si tu fais un master à l'étranger, c'est vraiment pour te spécialiser. Je pense même beaucoup plus qu'en France, parce que nous, on spécialise encore plus pendant le master 2, mais pour le LLM, ils spécialisent vraiment dès le départ au Royaume-Uni. Je ne sais pas si Amélie, tu as envie de rajouter quelque chose du coup. Ah non, c'est très complet. Alors, je vais juste prendre la question de Clara. Alors, je vais autoriser ton micro. Voilà, normalement... Non. Si? Bonsoir, vous m'entendez? Oui, Oui, très Oui, bien. on vous entend. C'est Vas-y. super. Déjà, merci pour ces explications qui sont très claires et ça, voilà, c'est vraiment très intéressant. J'avais juste une petite question par rapport au timing. Moi, j'ai fait un LLM cette année à Londres et je suis revenue pour finir mon master à Paris. Et quand on voit sur les sites des cabinets d'avocats, ils proposent des contrats à partir de septembre 2028. Mm. Est-ce qu'entre-temps, on a le temps de préparer le SQI justement ou de... Enfin, voilà, j'ai du mal à me rendre compte des délais qu'il faudrait pour compléter ce cursus. Peut-être cette question est à moi de répondre, Mm. mais je pense que c'est un peu compliqué parce que souvent, par exemple, en règle générale, on pense que après avoir terminé le LLB ou la licence, si vous réussissez à trouver ou à gagner un training contract pendant votre LLB, c'est-à-dire que vous allez passer une année, je pense que, à étudier le maintenant qui est SQI, mais à l'époque c'était le LPC. Et puis
c'est après cette année que euh, tu vas commencer le training contract. Mais je sais que ça se précise que souvent on embauche 2 ans et des années, 2 ans en avance. Mais en règle générale, si vous réussissez à avoir un training contract pendant votre LLB, vous avez une année libre et puis une année où vous étudiez le SQI ou auparavant le LPC. Mais maintenant, je pense que pour vous, étant donné que vous avez fait déjà votre LLM, euh, on- et je sais que maintenant, ils sont en train d'embaucher pour mars et septembre 2028, peut-être aussi 2027. Normalement, je pense que dans votre cas, après avoir gagné le TC, il faut vraiment parler avec le HR pour en discuter parce que souvent, si on voit que vous avez déjà fait un LLM et peut-être comme moi, si vous avez déjà fait ton SQI, vous avez déjà fait ton LPC, on va juste raccourcir le délai. euh, si, si il y a assez d'espace dans le cabinet d'avocat, si vous comprenez bien. Mais je pense, est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Je ne sais pas si j'ai bien éclairé la situation un peu, mais typiquement, Oui, oui, je vous merci. conseille de juste, si vous réussissez à gagner le TC, il faut vraiment demander. Parce que souvent, ils peuvent juste vous avancer si on voit que vous avez bien étudié, vous n'êtes pas juste quelqu'un qui vient de terminer ta licence. Est-ce que j'ai éclairé un peu la situation? Oui, 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 merci. Mais ouais, c'est vrai que je pense que c'est du cas par cas, en fait, et qu'on ne peut pas Oui, J'ai c'est cas par cas. j'ai juste une petite question. Du coup, est-ce que tu as déjà un contrat pour commencer en 2028 ou pas encore? Ah non, non, pas du tout. Ok. Je suis rentrée en France pour finir, mais en fait, j'ai envie de repartir. Donc, du coup, voilà, j'en suis au tout début de mes Ok. recherches. Alors, honnêtement, c'est vrai que voilà, le training contract, enfin, si vous voulez partir sur cette route, dans ces cas-là, il faut vraiment apply le plus tôt possible parce que le Ouais, contrat ne commence que dans 2 ans. Donc, il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas se dire, bon, mais ça commence en 2028, donc c'est bon. Non, non, faut vraiment commencer à s'inscrire maintenant et l'obtenir. Mais pendant 2 ans, faire le SQI, c'est possible au niveau timing, au niveau examen. Mais par contre, il ne faut pas rater. Maintenant, si jamais voilà, on rate le SQI 1, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de fenêtres pour passer l'examen et de temps pour passer l'examen. C'est pas grave parce que très souvent, il y a beaucoup de personnes qui font leur training contract, leur contrat en 2028 par exemple, et qui continuent à étudier pendant. C'est pas idéal, forcément, mais ça arrive. Il y a rien n'empêche de faire son SQI pendant le training contract, mais il faut penser que pendant le training contract, c'est très intense. Le SQI est intense. Donc, du coup, c'est pas recommandé, mais beaucoup de personnes le font aussi. Donc, c'est pas impossible. D'accord, Donc donc oui, si je comprends bien, on peut juste, enfin, c'est trop court pour faire l'année de conversion et préparer le SQI. Il faudrait commencer la préparation du SQI dès maintenant, en fait. Encore une alors je dirais ça dépend vraiment parce qu'il y a certains training contracts où ils ont déjà tout un programme. Quand tu reçois ton offre, ils vont te dire bah tu vas aussi faire ton préparation pour le SQI à telle université, c'est déjà tout organisé. Ils payent, tout est pris en charge. Pareil, certains cabinets vont aussi demander d'avoir le conversion course et dans ce cas-là, ils vont aussi le prendre en compte. Mais de toute manière, c'est toujours flexible. Ça veut dire qu'avec le cabinet, c'est possible de repousser la date s'il n'y a pas assez de ouais, temps pour se préparer, faire le GDL et le SQI. Et puis voilà, ils savent très bien en général que le SQI ne se passe pas forcément. On ne le passe pas forcément du premier coup parce que c'est un examen, il n'y a pas 100% de réussite, bien évidemment. Donc normalement, ils sont compréhensifs et donc ça veut dire que la date peut aussi être encore décalée de 6 mois. Voilà, ça dépend vraiment des cabinets. En général, chaque cabinet sur leur website, ils ont une page où ils expliquent un petit peu comment ça se passe quand on se qualifie et comment ils nous recrutent. Mais c'est vrai qu'en général, ils demandent qu'on ait déjà fait au moins le SQI 1 pour avoir les connaissances de droit et soit le SQI 2 avant ou après pour valider justement les compétences. Mais par rapport à ça, je pense qu'il faut contacter, si surtout tu as un cabinet en tête, il faut contacter leur service de HR, de ressources humaines,
Je ne connais pas un cabinet qui n'est pas approachable, qui n'est pas gentil ou en tout Ouais, cas explique. c'est la C'est vérité. extrêmement différent par rapport à la France, où vraiment ils incitent les gens à les contacter et peut-être qu'ils vont prendre peut-être 24 ou 48 heures pour répondre, mais ils vont toujours répondre avec les conditions précises, même si c'est du cas par cas. Et si j'ai bien compris, je pense que vous allez terminer votre master en peut-être septembre 2026, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, donc par exemple, si maintenant dans ce cycle, dans cette application cycle, si vous avez votre trading contract, donc peut-être, je pense qu'en règle générale, on va vous demander à commencer votre PGDL en septembre 2026 et puis l'année après, votre SQI 1 et 2. Et ouais, ça se passerait comme ça, je pense, si je ne me suis pas trompé, si je ne me trompe pas. Ok. Euh, On a juste une petite question par rapport au FLPL. Proposez-vous des stages à Londres pour les étudiants en licence? Alors, non, on n'a pas d'offres d'emploi, on ne relaye pas des offres de cabinet ou d'entreprise. Cependant, Roshan fait partie de IFL et ils ont un groupe sur WhatsApp où justement ils relaient énormément d'offres d'emploi et souvent des stages euh, sur leur community group sur WhatsApp. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à visiter la page sur LinkedIn d'IFAL. On va vous mettre le lien sur le chat. Et n'hésitez pas à me rajouter sur LinkedIn aussi si vous voulez. Je suis toujours tellement heureux de répondre à vos questions. Très bien. Alors maintenant, je vais prendre la question de Ryan. Voilà, normalement, le micro devrait pouvoir marcher. Oui, vous pouvez m'entendre ou Oui, très Ok, bien. Ouais. super, merci. Avant tout, merci pour aujourd'hui. Alors, ma question, c'est un peu plus basée sur, ben, si on veut poursuivre une carrière juridique franco-britannique, ben, ce serait peut-être mieux d'avoir le barreau en premier à Paris, ça à passer le CRFPA et puis revenir en Angleterre. Et aussi, j'ai cru comprendre qu'on fait parfois certaines concessions si on a déjà un barreau à Paris ou en Angleterre avant, parce que par exemple, j'ai cru comprendre que si on a le CRFPA et puis on revient en Angleterre, si on veut être soliciteur, je crois qu'il faut que faire le SQE1 ou un truc comme ça. C'est juste ça que je voulais peut-être éclairer si possible, s'il vous plaît. Oui, donc par rapport à ta question, donc c'est vrai, donc si il y a deux possibilités. Donc soit tu as le barreau anglais et du coup tu veux être qualified en France, dans ces cas-là, je te conseille d'aller voir sur notre chaîne YouTube, on a un webinaire qui répond parfaitement à ça et la procédure étape par étape pour comment profiter de l'article 100 pour du coup devenir avocat dans les deux États. Mais si selon ton exemple, tu préfères justement passer le barreau en France et ensuite convertir et devenir soliciteur au Royaume-Uni. Alors, tu as le choix. C'est vrai que le SRE, en général, donc souvent on entend parler du SQI 1 à passer, mais pour certaines personnes, ça peut être juste le SQI 2. Ça dépend encore une fois au cas par cas, donc il faut vraiment contacter le SRE. Ils sont vraiment, enfin, ils répondent sous 48 heures à chaque fois, au cas par cas, ils ont l'habitude. Ouais. Pourquoi je sais? Parce que ça dépend des pays et surtout ça dépend de ton expérience. Donc, souvent, par exemple, tu auras que le SQI 1 à passer si tu as travaillé en tant qu'avocat pendant un certain nombre d'années en France. Si ça n'est pas le cas, dans ces cas-là, peut-être qu'ils vont dire, bon, bah, tu as peut-être fait un LLB ou tu as déjà une formation au Royaume-Uni, mais tu es qualified en France. Dans ces cas-là, on va te faire passer le SQI 2. Vu que tu n'as pas forcément d'expérience en France en tant qu'avocat. Donc, encore une fois, il n'y a pas de garantie, même si dans la pratique, oui, c'est le SQE1 qu'il faudra repasser. Et aussi prouver du coup une qualifying working experience, même si tu as passé, même si tu es avocat en France. Donc, tu as quand même cette condition. Super, merci beaucoup. Ensuite, question. Bonsoir, encore merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a d'autres passerelles si une fois avocat en France, on souhaite le devenir en Angleterre? Est-il préférable de demander un transfert au sein même d'un cabinet international pour avoir un réel suivi? Alors, je pense qu'on a un petit peu répondu à la question. Au niveau des passerelles, donc c'est possible en fait. Si on, en fait, c'est l'équivalence au niveau européen. Si on est avocat d'un pays, en général, on n'a pas à repasser tout l'examen de l'autre pays. Donc il y a
c'est aménagé, donc comme Aurélia l'a expliqué. Est-il préférable de demander un transfert au sein même d'un cabinet? Alors, si c'est possible, oui, honnêtement, ça sera beaucoup plus simple au niveau notamment Mm. du visa, au niveau de voilà, le, comment dire, au niveau de payer les examens, de l'encadrement, en fait, tout simplement, si c'est possible, faites-le, vraiment, c'est tout simplement plus simple. Mais c'est pas forcément nécessaire. Il est possible d'être avocat en France et de décider de devenir solliciteur et de venir en Angleterre. C'est possible, c'est plus compliqué, mais c'est possible. Oui, et juste quelque chose à rajouter. Il y a souvent des avocats dans les gros cabinets d'avocats internationaux qui, par exemple, dans mon équipe, il y a des avocats qui sont qualifiés en Australie, bien même en France et dans d'autres pays et qui sont ici dans mon cabinet d'avocat en étant Foreign Qualified Lawyer. Ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit de pratiquer le droit anglais, mais quand même, ils ont le droit de travailler dans le cabinet d'avocat à Londres. Mais juste dans ce cas-là, les avocats qui font ça, ils disent toujours aux clients et même dans le email qu'ils sont qualifiés dans un autre pays. Donc, c'est une possibilité, mais je pense que si je ne me suis pas trompé, si je ne me trompe pas, c'est un peu plus compliqué. Du coup, j'en connais personnellement, mais Wilmer Hill, qui est un cabinet américain, c'est très souvent d'ailleurs dans les cabinets américains où personnellement, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile que l'employeur te paye le barreau anglais en venant de l'étranger, notamment Latham Watkins, parce que pour eux, du coup, vu que c'est souvent corporate ou arbitrage, ils ont beaucoup de cas multijuridictionnels. Donc pour eux, c'est beaucoup plus intéressant que tous leurs avocats et leurs fee earners, comme on appelle, donc les personnes qui du coup gagnent de l'argent ou rapportent de l'argent au cabinet, puissent être qualified dans plusieurs juridictions. Comme ça, c'est à la fin, at the end of the day, it's a business. Donc pour eux, ils apportent beaucoup plus de clients s'ils ont quelqu'un, comme a expliqué Roshan, qui vient d'Australie et qui veut se qualifier ici. Mais c'est souvent les cabinets américains. Donc si jamais ça t'intéresse, je te conseille de voir, par exemple, Wilmer Hill, qui ont vraiment toute une équipe de foreign lawyers. Et je Ensuite, pense que, ouais. ah, vas-y, Ah, vas-y. j'avais juste une question pour Aurélia. Quelles sont les universités auxquelles vous aviez postulé au RU et quelles sont celles qui vont accepter, qui vont en accepter? Désolé. Alors, du coup, moi, c'est vrai que je voulais vraiment quelque chose en maritime par passion, mais vu qu'au-delà de ça, je voulais faire quand même un LLM à l'étranger, j'ai postulé donc en maritime à Swansea University. Ils font pas que du maritime, il y a autre chose. À Cardiff University, parce que vu que je viens de Paris, j'ai pas forcément l'expérience de campus et je voulais vraiment voyager plus qu'autre chose. Donc, pour moi, quand j'ai vu que Cardiff était vraiment dans le Russell Group, mais aussi proposer des formations qui m'intéressaient et un campus et une expérience à vivre, c'était intéressant. Mais du coup, Russell Group, pour le coup, ils étaient beaucoup plus sévères, on va dire, dans l'admission. Donc, c'était beaucoup plus dur que d'autres universités. Mais celles qui m'ont accepté à bras ouverts et qui sont en Angleterre, Kent, l'université de Kent, je pense que la plupart de nos membres à FLPL d'ailleurs viennent de cette université. Ils ont principalement fait un LLM et il y a vraiment une variété de LLM. Donc vraiment, je conseillerais, et même la réputation est très bonne. J'ai aussi été acceptée par Queen Mary. Alors, j'ai été acceptée en maritime, comme je le précise, et à l'époque, c'était un nouveau cursus, un nouveau programme. Donc, très clairement, ils n'ont pas forcément autant de réputation que Swansea ou Cardiff. Donc, c'est pour ça peut-être qu'ils acceptaient beaucoup plus facilement. Vraiment, quand il faut postuler pour un LLM, ne vous découragez pas. Très clairement, Oxford et Cambridge, vous savez déjà que les critères sont très sévères. Mais si vous avez une université qui vous intéresse, dans le programme qui vous intéresse, souvent aussi, par exemple, l'université d'Édimbourg, très intéressant et très renommée, peut vous accepter. Il faut penser aussi qu'ils ont un certain nombre de places. Donc, même s'il reste une place, ils seront peut-être plus souples si, par exemple, vous postulez d'ici la fin de l'année. Si, après, il y a une limite à la souplesse, dans le sens où ils doivent maintenir leurs standards et aussi assurer que vous allez vraiment avoir une chance de pouvoir maintenir des bonnes notes pendant le master. Donc, je ne dis pas que c'est des portes ouvertes non plus, mais il faut tenter. Il faut tenter.
Parfois, certaines universités vont vous demander peut-être 20 à 45 pounds ou même plus. Par exemple, si c'est Oxford ou Cambridge, pour déposer votre dossier. Mais si vous le voulez vraiment, n'hésitez pas. Donc, du coup, Kent, Cardiff University, Édimbourg et Queen Mary. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Sinon, on va terminer parce que... Quels sont les coûts d'un LLM au Royaume-Uni environ et les bourses peuvent couvrir tous les frais ou la moitié? Quand faut-il candidater aux bourses et quelles sont celles auxquelles on peut postuler? Qui veut répondre? Roshan ou Aurélia? Parce que pour le coup, je ne m'y connais pas, moi. Alors, déjà, il y a une distinction si vous êtes British citizen ou non. Et du coup, peut-être, Roshan, tu veux parler si jamais vous avez un statut Oui. British. Vous pré-settle ou settle status, ça compte aussi. Hein. Oui, donc franchement, ça dépend selon l'université, les coûts. Ça dépend. Par exemple, les universités à Londres, c'est beaucoup plus cher que les universités d'ailleurs. Et il faut aussi ne pas oublier qu'il y a le logement à payer et c'est aussi tellement cher. Je m'en souviens pas trop, mais je peux juste faire un peu de recherche que maintenant. Oui, parce que du coup aussi, il y Je a ce pense problème. que Tous les ans, ça augmente. Donc, oui, je pense que c'est à peu près au moins 2 000 livres jusqu'à 13 pour les UK students, mais aussi pour les universités, pour les étudiants qui font partie de l'Union européenne. Mais je ne sais pas si c'est encore, ça se passe encore comme ça, ou bien est-ce que cela a changé? Je suis pas trop au courant, mais ouais. alors, malheureusement, ça a changé pour nous. Du coup, on a les prix internationaux et ça peut aller de 12 000 à 35 000. C'est moins cher que les États-Unis, mais voilà, ça a un coût. Et concernant les bourses, si vous êtes accepté dans un programme, même parfois dans certaines universités, il faut vraiment les contacter, mais vous pouvez même, avant d'être accepté au programme, déjà envoyer votre dossier de bourse, sauf si, bien sûr, vous avez besoin d'une letter of acceptation, mais le plus tôt, le mieux. Donc, si jamais vous allez ils ont un certain, si vous voulez, ils ont une certaine bourse, voilà, un fonds, un fund, et ils distribuent. Donc, si jamais vous postulez plus sur le tard, vous avez moins de chances d'avoir une bourse tout simplement parce qu'il n'y a plus d'argent en fait. Tout l'argent a déjà été donné. Maintenant, avoir une bourse est beaucoup plus facile, je trouve, au Royaume-Uni que en France, par exemple. Moi, j'en ai une. Elle n'a pas totalement couvert les frais de mon master. À l'époque, j'avais payé 6 000 pounds parce qu'on était toujours dans l'Union européenne. Mais tout simplement parce que je m'y suis pris sur le tard. Donc, ça peut couvrir la totalité. Aussi, attention, très souvent, on vous dit oui, il y a une bourse, mais en fait, ce n'est pas vraiment une bourse, c'est caché parce que c'est un prêt. Et vous devez repayer par échelon. Donc, il faut faire attention à ça. Mais après, vous avez d'autres possibilités de financement et il faut voir directement avec l'université. Et je pense que vous avez rajouté ici, pour candidater à un LLM, faut-il envoyer le relevé de notes du bac ou ce n'est pas demandé? Je pense que oui, c'est demandé, non? C'est ça? Alors moi, on ne me l'a pas demandé à l'époque, on m'a simplement demandé le diplôme, du coup le diplôme enfin, sur la feuille jaune, mais traduit et certifié. Donc j'avais payé 50 € à l'époque pour certifier officiellement mon diplôme. Je ne sais pas du coup, Amélie, si tu as eu la même chose. Ah, j'avoue, je ne me rappelle plus. Pour mon DDL, non, je crois qu'il fallait que je le justifie ouais, de mon diplôme. Ah, peut-être qu'il fallait que je donne les notes, je ne sais plus. Je sais que pour la licence, on devait traduire les notes et avoir le tampon officiel de l'université dans lequel on a eu la licence. Mais par contre, Ouais. pour le baccalauréat, normalement, c'est que le diplôme. Pour un LLM en tout cas. Pour le LLB, très clairement, non, on va vous demander du coup vos notes. De toute façon, tout devrait être sur le website des universités. Il ne faut pas hésiter à aller voir et même les contacter. En général, ils sont très réactifs. Ils sont vraiment très réactifs. Alors, on va prendre dernière question. Faire un stage dans une ONG basée à Londres, est-ce bien vu pour les LLM, même si ce n'est pas forcément un LLM
ou un LLM en droit international. Euh, Normalement, toute expérience est bonne à prendre à partir du moment où tu peux la justifier, même si c'est pas forcément dans le domaine. C'est très rare d'avoir une expérience dans le domaine exactement du droit dans lequel on veut travailler. Donc, non, non, si tu as cette opportunité-là, vraiment, je pense, prends-la, ça a l'air très, très intéressant. Voilà, je sais pas si Rochane ou Aurélia, vous voulez ajouter quelque chose sur ça? Oui, si j'ai bien compris, vous parlez de vous candidater pour un LLM avant de vous candidater pour un LLM ou plutôt pour travailler en droit international après? Est-ce- Parce que j'ai pas tout à fait compris la Je crois que question. c'est faire un stage dans une ONG Ouais. avant de candidater pour LLM. Ok, Est-ce que oui, c'est oui, bien ok, vu? ok, j'ai bien Oui, avant compris. de Oui, candidater au oui, oui. LLM. Oui, je pense que dans dans la majorité des cas, oui, c'est impressionnant, ça va vous aider vraiment, ça va vous aider à poser votre candidature, à vous candidater, mais ce qui est, d'après ma connaissance, beaucoup plus important, c'est les notes de votre licence. C'est ça la première chose qu'ils vont voir, ce qu'ils vont prendre en compte, c'est les notes, plutôt qu'en stage. Ça va vous aider vraiment quand vous posez votre candidature pour les training contracts, pour les vacation schemes, pour les stages dans un cabinet d'avocat. Mais oui, peut-être ça va vous aider un peu, mais c'est pas la chose la plus importante, je dirais. Oui, je suis d'accord avec Rochane. En fait, ça dépend du master et de l'université, forcément. Parce qu'il y a beaucoup d'universités, au fait, vu qu'il faut penser à ça, quand vous faites un LLM, vous allez faire partie d'une communauté d'alumni. Et c'est très important parce que du coup, c'est vraiment un groupe spécial pour le networking et ils veulent avoir un peu, chaque élève apporte quelque chose à cette communauté de personnes et pour plus tard, potentiellement, offrir un job à un de leurs futurs étudiants ou en tout cas mettre des gens qui ont des choses en commun ensemble pour aussi faire rayonner l'université internationalement et nationalement. Donc, partant de ce postulat, avoir cette expérience dans une ONG basée à Londres, c'est toujours bien pour eux. Ça peut être bien vu par rapport à votre CV, tout simplement parce que vous apportez les contacts que vous avez eus dans cette ONG, vous les apportez à l'université d'une quelque façon. Et toute expérience, comme on a dit, est très bonne à prendre. Moi, personnellement, quand j'ai travaillé pour les Nations Unies, ça m'a énormément aidé pour moi, LLM, même si ce n'est pas un droit international pur. Mais en tout cas, il y avait ça concrétisait cet intérêt que j'avais, en tout cas, pour certaines valeurs qui étaient représentées par moi LLM. Je ne sais pas si ça a du sens, mais c'était utile. Très bien. Et donc, alors, dernière question. To one correspond à mention assez bien de ce que j'ai vu sur Internet. Euh, ma compréhension, de un, oui, ce serait à peu près mention assez bien. Mais après, ça dépend vraiment encore des universités parce que les notes ne veulent pas, selon les universités, les manières de noter ne sont pas les mêmes. Je dirais, faut pas hésiter à. C'est pas que les notes, hein, c'est tout le dossier comme on l'a expliqué. En théorie, oui, c'est ce qui serait le plus proche si on veut faire une traduction facile, on va dire. Euh, Et oui, Aurélia, très bien, tu as répondu à la question, je crois. Eh bien, merci à tous. Je crois on va s'arrêter là. En tout cas, parce on a vraiment dépassé le niveau du temps. Mais voilà, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur soit FLPL pour moi et Aurélia ou IFL pour Rochane. Et voilà, je sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose, Rochane et Aurélia. Non, non, pas du tout, merci. Je porte le nom de FLPL ONU. Franchement, je vous conseille encore une fois de vous inscrire à cette organisation. Franchement, merci à vous deux. Merci beaucoup à tous. Merci d'être venus. Au revoir. Au revoir.